Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette table ronde sur l'éducation par le faire. Donc on va passer 1 heure et demie ensemble. On pourra aussi faire un temps de questions-réponses avec nos intervenants du jour. Donc on a la chance d'avoir Dale Dougherty qui vient spécialement des États-Unis, qui est le fondateur, le parrain des makers, donc fondateur des Maker Faire et de Make Magazine. Donc c'est really a great event for us to welcome you. And we'll have also, on aura aussi bien entendu nos intervenants, donc Axel Flamand d'Addy Maker, Victor Dalluin de BIC, et puis Samia Gozlan de la Grande École du Numérique qui nous rejoindra, qui est un petit empêchement, mais qui sera là également tout à l'heure. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, et dès maintenant, c'est une introduction par Dale Dougherty que je vais tâcher de traduire en direct. Dale, welcome. Thank you. Well, bonjour. That's probably the extent of my French there. So I'll speak in English, he'll translate. Voilà. But it's very nice to be here and see Maker Faire Paris. And Ouais, c'est très, en tout cas, très nice, très sympa de vous voir ici aujourd'hui à la Maker Faire Paris. when I came up with the idea for this event, there were a couple things we were trying to achieve. One is we designed it for families. Wanted little kids and adults to come, not just kids, but adults as well. L'enjeu, quand on a en tout cas imaginé ces Maker Faire et quand je suis venu ici, c'était de pouvoir avoir les enfants et les adultes et les parents, que ce soit pas juste pour les enfants, mais également pour les grands enfants, que ce soit vraiment intergénérationnel. The other thing is I wanted people to be able to talk to makers about the things that they make and ask questions. That I found these people fascinating, and I wanted to learn more about what they did, how they did it, and who they were as people. L'idée aussi pour les participants, c'est de rencontrer vraiment les makers et de leur questionner, leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils font réellement pour pouvoir justement avoir cet échange et cet espace de rencontre pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'un maker et qu'est-ce qu'il réalise. So when I started, and I'd say to an audience, how many of you are makers? I'd get a few people raising their hands. But the goal really is to get lots of people to raise their hands and to see this as something that they can do. They don't actually have to be good at it. They just simply have to try. C'est vrai qu'au début, voilà, quand je demandais qui étaient les makers, j'avais que quelques mains qui se levaient. L'ambition, c'est que chacun se devienne, en tout cas, ait envie d'être un maker. Et surtout, être un maker, c'est pas forcément de vouloir réaliser des choses parfaitement bien léchées ou en tout cas parfaitement réalisées, mais en tout cas d'avoir cette envie de réaliser des choses. So it's like asking people if they're creative. And it seems, unfortunately, the older we get, the less we say, yes, I'm creative, or that I have ideas, or that without a prompt, I could think of something I want to do. Ouais, l'idée, c'est de se dire oui, je peux le réaliser, d'être créatif et également de pouvoir justement réaliser, yes I do, de pouvoir réaliser des choses et surtout d'avoir la fierté de créer. C'est moi qui l'ai fait quand je réalise des choses, quand je l'ai imaginé et que je l'ai fabriqué, je crée finalement, je suis joyeux, j'ai de la joie. So in some ways, the goal of Maker Faire was to help you engage with other people, but also to see that you could be part of a community of people that are creative, that enjoy messing around, building things, making, working with tools and materials, and learning how to do things. Yes, vous pouvez être fier en tout cas de la communauté des makers qui est ici rassemblée, la grande fête des makers qui
rassemble voilà, des personnes qui fabriquent à partir des matériaux, des machines, et en tout cas qui réalisent des choses. So I think in many ways we've been successful at getting lots of people coming to maker fairs, particular kids. And the question is sort of bothered me was, how do these young people become makers? Where do they go? If they wanted to learn to play music, if they wanted to learn to play sports, there are places in our community to do that. And when I started, there weren't places for kids to do this, to play at making. Ok. La vraie question, c'était de dire qu'est-ce que nous voulons, en tout cas pour nos enfants, et comment nous pouvons créer justement cet espace qui leur permet de découvrir leurs talents, de pouvoir réaliser leurs projets, que ce soit dans la musique, le sport ou autre, et de pouvoir justement avoir un lieu d'apprentissage, un lieu d'apprenance qu'il n'existait pas et que justement la Maker Faire propose. So one of the things I did was to try to promote the idea of maker spaces. In France, they're often called Fab Labs, but it doesn't matter. And it doesn't matter how expensive they are. They could be very inexpensive. But to create a space, to put in place tools and materials, give access to those things. So in some ways, kids can have an opportunity to create and make. La question n'est pas de savoir si on parle de makerspace, d'espace de maker ou de Fab Lab. En France, il y en a de toutes sortes. Ce n'est pas une question de moyens. Il y en a des petits, des grands. Tout l'enjeu, c'est comment on crée des espaces où les enfants peuvent fabriquer des choses et exprimer leur créativité. Yeah. And at the same time, I think educators began to feel and recognize there was a real need to engage kids differently, and that they would offer making as a form of learning that had been ignored for many, many years and maybe forgotten in education. Oui, on a peut-être oublié dans notre système éducatif et notre éducation, cette éducation par le faire. Et tout l'enjeu, c'est de permettre de redonner finalement ces lettres de noblesse à cette action du faire dès le plus jeune âge et dès l'éducation, en donnant accès à nos enfants à ces clés du monde de demain. At least in America, most change in education has been top down, the government or someone mandating that kind of change. Even programs like STEM, science, technology, engineering, and math, have tended to have been promoted and pushed down. Making has really come in from the bottom up in a very authentic and interesting grassroots manner. L'État aux États-Unis promeut des enseignements liés au STEAM, c'est-à-dire aux sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Le mouvement Maker vient du bas, vient de la base et promeut aussi cet état d'esprit du faire par la base. Et donc voilà, so there is a link between the state and the maker movement about the STEAM, or not completely. You know, I think the state doesn't have the vision for this. That I think, and that's why I just sort of almost say is I want to thank teachers and parents and students themselves that have, brought this into schools and made this, and more importantly, brought it into their community. Ok, l'État n'a pas forcément une vision complète de ce que peut être justement le mouvement des makers. L'enjeu, c'est justement que le mouvement vient de la base avec les enseignants, les enfants, et comment justement on peut créer ces communautés apprenantes de makers au sein même des établissements. So the last thing maybe to comment on is I think of maker education as certainly developing a set of skills. But as much as it's a skill set and learning a set of tools, a tool set, it's most importantly a mindset. It is a way of thinking. It is a way of having confidence that you can create. It's a willingness to take a risk and do something that you don't know if you can do or if anybody else has already done that.
plus que finalement l'apprentissage de nouvelles compétences ou de nouveaux outils. Le mouvement Makers lié à l'éducation est vraiment de donner cet état d'esprit, cette philosophie de vie, le fait d'être vraiment acteur de sa vie et de ses projets et de pouvoir justement pouvoir s'émanciper par le faire. Well, I want to thank you for being part of Maker Faire Paris, and I'd like us to introduce our speakers. I'm going to sit over there and see if I can understand as much French as possible. Thank you, Dale. Vous pouvez l'applaudir. Alors, merci Dale. On va enchaîner donc avec la table ronde. Donc, pour introduire Axel, je vais vous projeter une petite vidéo qui vous montre le programme ID Maker. Voilà. Donc, Axel, peux-tu nous en dire plus par rapport à ce projet ID Maker, à cette école? Oui, je peux. Alors, c'est toujours difficile de faire une introduction après avoir une star comme Dale Dougherty qui nous présente ce que c'est que le mouvement des makers. Alors, nous, en fait, je représente donc la formation ID Maker qui est basée actuellement à Lille. La jeunesse de ce projet vient du fait que donc, dans notre collectif d'écoles d'ingénieurs, on est confronté au fait que nos étudiants, parfois, même souvent, ont des difficultés à trouver le sens dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils apprennent à l'école. Et puis, le système d'éducation tel qu'on le connaît, il est peut-être pas forcément tout le temps adapté à tous les profils d'étudiants, surtout à cette génération qui arrive, les millennials. Alors nous, la génération Y, après on parle de génération millennials, et puis il y a la génération alpha qui arrive, qui est encore d'autres profils. Et donc on s'est rendu compte que les étudiants voilà, étaient en quête un petit peu de sens et puis de réalisation. C'est-à-dire que quand ils ont des projets de fin d'études à réaliser, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de mal à se projeter dans la réalisation des choses, dans le faire justement. Ça reste toujours assez théorique dans ce qu'ils produisent. Et le monde de l'entreprise, les ingénieurs de demain, c'est pas que ça. C'est même carrément pas ça. Voilà, avec toutes les startups qui sont créées, ce sont des étudiants, des jeunes entrepreneurs qui doivent réaliser des choses, qui doivent avoir confiance en eux, qui doivent ne pas avoir peur de tenter des choses, de se planter, de recommencer. Et ça, c'est une façon d'apprendre, c'est une façon de travailler qui, en tout cas, n'est pas forcément en adéquation avec nos critères, en tout cas
de ce que je connais de l'éducation en France, où la performance, la note, l'examen prévaut sur plein d'autres choses. Et donc nous, on a décidé, bien sûr en concertation avec des collègues, avec notre direction, de proposer une formation post-bac en 2 ans qui remplacerait les classes préparatoires classiques en privilégiant le travail collectif, les projets, et en essayant justement de s'affranchir de tout le stress que l'examen, la note peut provoquer chez l'étudiant. Voilà, donc là c'était un petit exemple d'un projet qu'ils ont réalisé. On est partenaire avec le Tech Shop Leroy Merlin qui a ses locaux pas très loin de chez nous à Lille. Et donc voilà, c'était une petite vidéo introductive qui montre voilà, la façon dont nos étudiants travaillent et qui, à mon avis, pour des étudiants de 18 ans, 20 ans, reflète bien ce qui pourra leur arriver dans la vie professionnelle future, dans quelques années. Donc l'idée, c'est de les mettre en situation tout de suite, de les faire travailler avec des professionnels. Donc c'est vrai que le Tech Shop nous accueille et travaille énormément avec nos étudiants, on les en remercie. Et c'est grâce à ce type de formation qui ne correspond pas à tous les profils d'étudiants, on en est conscient, mais on permet justement à des étudiants qui ne sont pas scolaires forcément de réussir à devenir ingénieur. Voilà. On est convaincu que c'est pas parce qu'on a 18 au bac qu'on sera un bon ingénieur, et on est aussi convaincu que ceux qui n'ont pas forcément des bonnes notes peuvent être d'excellents ingénieurs, managers et chefs de projet. Merci Axel. Et toi, qu'est-ce que tu fais au sein de ce dispositif EduMaker ? Alors, moi, mon parcours, il est assez classique, justement, donc c'est pour ça que je pense avoir une certaine légitimité à en parler et à pouvoir justement apporter ma petite pierre à l'édifice dans cette philosophie de maker. Moi, j'ai suivi un parcours classique, classe prépa, école d'ingénieur, thèse de doctorat. Et puis, j'ai été amené à justement travailler sur des projets, on va dire, en collaboration avec d'autres corps de métier, avec de la R&D assez poussée, des budgets à gérer. Et puis, en revenant dans le monde de l'enseignement, je me suis confronté à des choses où des étudiants connaissaient la formule. Hein. Ça, ils savent tous la formule. Par contre, ils ne savent pas l'appliquer. Ils ne savent pas les conditions dans lesquelles on peut l'utiliser. Et ils sont en Master 1, en Master 2. Dans un an après, ils travaillent. Et moi, j'étais un petit peu sidéré de voir ce gâchis un petit peu d'énergie passée à apprendre des formules et à ne pas savoir quoi en faire. Moi, ça me posait d'énormes questions. Donc, dans notre collectif d'écoles d'ingénieurs, dans notre association INCREA Hauts-de-France, on a commencé à se dire que peut-être ça serait bien de mettre des projets. Bon, c'est pas nouveau, hein, l'apprentissage par projet, ça fait plus d'un siècle qu'on en entend parler. Hein. Les tout premiers éléments écrits qui parlent de cette pédagogie datent des années 1900-1910, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Par contre, le fait de l'intégrer et d'y croire et de privilégier ça par contre, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va de soi, en tout cas chez nous. Dans nos écoles. Moi, je parle pour mes écoles, mais je pense que c'est un petit peu partout ailleurs. Et donc, voilà, moi, je reprends, donc je suis le responsable des études de cette formation. Donc, je conçois les programmes, je suis en lien avec les entreprises, les grandes, les petites, et puis on essaie de faire ensemble d'apporter de la matière pédagogique à nos étudiants. Voilà, je coordonne tout ça. Bon, bah, super, merci Axel pour ce témoignage. Alors à ma gauche j'ai Victor. Donc Victor, est-ce que tu peux te présenter et puis aussi présenter les activités de BIC ? Yes, merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Et alors je trouve ça super intéressant hein, ce que tu racontes vraiment. Nous BIC, on est sur l'éducation mais d'une manière assez différente. D'une façon générale, notre objectif à nous, c'est de faciliter l'accès à l'éducation de façon équitable dans le monde. Notre objectif 2025, c'est d'aider plus de 250 millions d'enfants dans le monde à avoir accès à l'écriture et à l'éducation. Donc ça passe par plein de programmes différents, qui sont des programmes locaux, différents selon tous les pays. On a des programmes pour les États-Unis, et je vais y revenir parce que ça a du sens par rapport
à ce que tu expliques. Et on a des programmes qui aident les pays émergents à concrètement créer une éducation stable et équitable pour les enfants. Donc cette sphère éducative de BIC, elle est là, elle est présente, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Notre présence ici et mon rôle à la Maker Faire, c'est que pour nous, l'éducation, elle passe à travers nos produits. Rendre accessible l'écriture pour tous, partout dans le monde, ça veut dire avoir des produits faits pour tous, partout dans le monde. BIC ne sortira jamais un produit inaccessible à un prix déconnant, parce que ce n'est pas en lien avec notre ADN. Nous, on veut des produits qui soient durables, des produits qui soient utilisables par tous, d'une simplicité incroyable. Et à partir de là, quand on veut innover, quand on veut rendre encore plus accessible l'éducation, il faut se mettre à la place du consommateur, à la place de l'utilisateur. Et la Maker Faire est l'opportunité parfaite pour être au cœur des gens, au cœur des enfants, des utilisateurs, pour voir comment ils réagissent avec les produits, comment ils écrivent, comment ils apprennent. Et dès le plus jeune âge, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le premier rapport que vous avez à l'écriture, c'est entre 2 et 3 ans, quand vous commencez à dessiner sur les murs, etc. C'est la première fois que vous tenez quelque chose vraiment pour laisser une trace. Et ensuite, à partir de là, vous devez évoluer avec vos mains, avec vos sens, pour amener cette transformation et ce moyen d'expression à quelque chose de concret. Donc c'est un accompagnement qui commence dès le plus jeune âge. Alors ici, je crois que les plus jeunes enfants, c'est 7 ans, je crois. Mais bien avant, avec des produits pour les amener jusqu'à l'écriture d'aujourd'hui, leur donner accès à l'éducation. Donc nous, on est là ici aujourd'hui pour innover avec les gens, mieux les comprendre et créer avec eux les produits de demain pour être certain de mieux répondre à leurs besoins et de donner au maximum de gens possible des produits fiables pour pousser leur créativité et l'éducation par ça. Donc il y a d'autres choses à raconter évidemment sur l'éducation de manière générale au niveau des programmes BIC. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Oh, super. Et donc on parle d'innovation, c'est ton métier? Oui, voilà. Ouais. Alors moi, je suis en charge de l'innovation chez BIC dans l'écriture. Donc BIC, c'est 10 millions de stylos vendus par jour dans le monde. Donc c'est pas mal. Donc il ne faut pas se tromper. Parce que si le stylo que vous sortez est pas vraiment pertinent, ça fait beaucoup de trucs à acheter à la poubelle. Donc on veut aujourd'hui insister sur le fait que nos produits soient de qualité. On avait une période où on était vraiment vu comme du jetable, etc. Aujourd'hui, tous nos produits sont rechargeables. Et les produits BIC, quand vous voyez dans les coupoles, dans l'entrée chez les gens, vous prenez un stylo, vous le posez, vous le reprenez 5 ans plus tard, il fonctionne toujours. Et si vous n'avez plus d'encre, vous rachetez les cartouches. Donc l'innovation chez BIC, c'est de créer des produits qui ont du sens, des produits fiables, mais surtout de savoir comment on va écrire demain. Comment on va écrire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Avec les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies, avec le digital, il y a énormément de problèmes et d'opportunités. Et évidemment, toute la partie sustainable, 10 millions de stylos vendus dans le monde par jour, c'est énorme. Ça veut dire beaucoup de plastique, ça veut dire beaucoup de choses à gérer et une énorme responsabilité aussi. Donc l'innovation, c'est aussi ça. C'est comprendre les gens, faire des meilleurs produits et faire des produits plus responsables. Voilà, ça c'est mon métier. Bon, un beau métier en tout cas. Alors peut-être Axel, c'est vrai que BIC est une entreprise, tu parlais du lien avec les entreprises. Comment tu fais le lien entre la formation Adimaker et les entreprises locales ou internationales avec la formation? Alors, la proximité de l'entreprise, elle est, pour les étudiants, elle est très importante parce que ça permet de leur qu'ils prennent conscience que ce qu'ils apprennent, ou en tout cas ce que nous, on leur inculque, ça peut servir à quelque chose. Et c'est vrai que plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas que la technique qui prime, ou en tout cas, ça primait avant. Alors j'entends avant, c'est-à-dire que ça revient à parler de la transformation du métier, des métiers de l'ingénieur. C'est vrai que dans les années 80, il suffisait d'être bon en maths pour trouver un boulot. Maintenant, déjà, ils sont plus forcément aussi bons en maths que ça. Et puis après, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'on développe énormément ce qu'on appelle maintenant les soft skills, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'humain, des relations humaines, de la formation humaine, de la gestion de projet. Donc, et ça a du sens que si c'est appliqué.
C'est-à-dire, moi, je me rappelle dans mon cursus, il y a une quinzaine d'années, j'avais des cours de gestion de projet. Et ben, je pensais avoir appris plein de choses, et en fait, quand je me retrouve en face de vrais gens qui font des vrais projets, ben, en fait, ce que j'ai appris, ça m'a pas servi à grand-chose. Là où j'ai appris, c'est quand j'ai commencé à l'expérimenter, à le faire, à rencontrer les gens, à me rencontrer des problèmes, à faire un planning, un vrai, qui a du sens, puis se rendre compte que ce qu'on a écrit, ben, en fait, ben, il faut le revoir tous les jours, toutes les semaines, on va dire, et que c'est l'expérience qui fait qu'on commence à avoir justement ce relationnel, cette capacité, ces compétences liées non pas à la technicité, à la science, mais plutôt aux relations humaines. Et moi, je pense que la clé d'une société équilibrée peut passer, doit passer même, principalement par ce type de relations et ce type de gestion de projet. Enfin, gérer un projet, c'est c'est comme gérer une famille, c'est comme gérer ses enfants, c'est comme gérer ses collègues. Voilà, ça s'apprend pas à l'école, ça s'apprend en le vivant. Et donc la proximité de l'entreprise pour nos étudiants est importante parce qu'elle met directement le lien dès leur formation avec ça. Victor, vous aussi, en tant qu'entreprise, justement, est-ce que le lien avec les écoles, quel profil justement vous attendez? Est-ce que justement le côté AdiMaker, ça pourrait justement être intéressant? Oui, alors moi j'ai découvert quelque chose chez BIC qui est encore une fois très en lien avec ce que tu racontes. Le plus gros problème qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de trouver des gens qualifiés qui savent faire des choses avec leurs mains. On est avant tout un groupe industriel. On produit énormément, on produit particulièrement en France. À Boulogne-sur-Mer, à Marne-la-Vallée, on produit en Bretagne, etc. Et donc on a dans nos usines des gens qui sont qualifiés sur des machines très précises. C'est vraiment parfois de la haute technologie. Et on a beaucoup d'apprentis dans nos entreprises qui viennent. Alors on a évidemment des relations très spéciales avec les écoles d'ingénieurs, les écoles d'apprentis, etc. Mais ça devient de plus en plus difficile de créer un lien avec ces gens-là, de faire rester les apprentis dans les industries, dans les usines, et encore plus de trouver vraiment ce qu'on recherche. Des gens appliqués qui savent vraiment prendre des projets en main, qui savent vraiment gérer des choses, des machines, et qui ne sont pas forcément sur de l'informatique ou sur des choses qui sont peut-être un peu plus soft. Donc nous, on a un lien avec ces écoles-là de personnes qui n'ont pas forcément une voie un peu royale, et qui sont directement allés dans des écoles d'apprentis, des écoles de fer. Et de l'autre côté, encore une fois, on se rapproche des écoles pour aller encore plus tôt, encore plus jeune, créer des liens avec l'éducation. Et une fois de plus, on parle des écoles à l'international. Aux États-Unis, on a lancé un programme qui permet aux enseignants américains, qui sont souvent dans l'embarras parce qu'ils mettent de leur poche tous les mois pour acheter du matériel, pour créer des ateliers, des activités pour leurs élèves dans leurs écoles. Donc les enseignants mettent vraiment leur carte sur la table pour essayer de faire en sorte que cette école qui doit changer, change. Et donc BIC est partenaire d'une association qui permet à n'importe qui, quand vous allez acheter un produit aux États-Unis, vous achetez par exemple $12 de produits BIC, la société BIC abonde de ces $12 dans une association qui permet de récolter et de faire du crowdfunding pour les professeurs américains. Donc les professeurs américains arrivent sur ce site, ils disent « J'aimerais dans mon école faire des ateliers pour apprendre aux enfants à coudre, pour apprendre aux enfants à peindre. J'ai besoin de $5 000. Vous pouvez m'aider à faire ça. » Et en faisant ça, BIC supporte tous ces projets qui permettent à l'école de changer, d'aller plus dans le faire. Donc il y a plusieurs manières de se rapprocher de l'école par l'entreprise. Il y a en amont auprès vraiment de l'enseignement et ensuite auprès des écoles d'ingénieurs qui doivent se transformer pour mieux se préparer à l'entreprise et à l'industrie. Ouais, en tout cas, merci pour ce témoignage parce que c'est clair que là, ça m'a fait évoquer la question des modèles économiques et notamment justement comment financer ces innovations et financer ces makerspace et Fab Labs au sein même des écoles.
Je ne sais pas comment vous fonctionnez chez AdiMaker au niveau du modèle. Est-ce que là, j'ai entendu tout à l'heure que vous mutualisiez aussi, par exemple, avec le Tech Shop de Lille. Comment ça fonctionne en écosystème? Alors, on a de la chance chez AdiMaker d'être une formation parmi une association d'écoles d'ingénieurs qui regroupe actuellement donc 4000 étudiants sur le campus de Lille. Donc on bénéficie évidemment des infrastructures, des réseaux, et notre modèle économique fait partie d'un plan stratégique beaucoup plus global, évidemment. Donc c'est-à-dire qu'on a évidemment, si on peut parler un petit peu de modèle économique, on a des objectifs à tenir, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a derrière nous un collectif qui nous supporte et qui croit en notre projet et qui donc absorbe les premières années où, comme dans toute start-up, on sait qu'on va être en négatif pendant quelques années. Le but du jeu, c'est d'y rester le moins longtemps possible. Voilà, donc après, l'écosystème, c'est vrai qu'il est lié au monde universitaire. Hein. Donc on est les 3 écoles HEI, ISA et ISEN Lille. Balayer des champs d'application de l'ingénierie qui vont du paysage à l'agroalimentaire en passant par le BTP, l'électronique. Donc on balaye pas mal de choses. On a les labos qui vont avec, et effectivement dans AdiMaker on a la chance de travailler avec le Tech Shop Leroy Merlin, et on a notre propre labo aussi qui est dans nos locaux. On travaille avec des entreprises. L'idée, c'est pas de faire on est une association, hein, donc nous, on n'est pas à but lucratif. L'idée, c'est de faire en sorte que on arrive à l'équilibre, et de faire en sorte que si on a de l'excédent, on le réinjecte dans de l'achat de matériel pour nos étudiants. Donc après, voilà, moi je suis pas non plus dans les petits papiers des comptables. C'est important d'y penser. L'objectif, c'est bien de former nos étudiants à ces pédagogies actives et qui donnent du sens à leurs apprentissages. Ça représente combien d'élèves à AdiMaker? Et s'il y a déjà une promotion de sortie, qu'est-ce qu'ils sont devenus finalement ces élèves? Alors c'est la bonne question. Le projet, comme tous les projets de ce type-là, c'est-à-dire qu'on a l'idée depuis 2008-2009 de se dire il faut faire quelque chose. Le grand chef s'est réveillé en février 2017. Le recrutement a été lancé en avril. J'ai été promu en mai, et puis il fallait ouvrir en octobre. Voilà, donc de l'année dernière. Donc on a là notre 2e promotion. On a commencé avec 4 étudiants en octobre 2017. Aujourd'hui, en novembre 2018, ils sont 33. Donc la croissance est exponentielle. On est très content. Il ne va pas falloir que ça dure comme ça trop longtemps, parce que ça va être compliqué à gérer, parce que vous vous doutez bien qu'en termes d'encadrement, en termes de proximité des enseignants avec les étudiants, c'est pas du tout le même rapport. C'est-à-dire que moi, les étudiants, je les vois de 9h le matin à 17h le soir, et des fois, ils sont au Tech Shop à 22h, comme cette semaine. Et ils nous appellent en disant, voilà, est-ce qu'on peut faire ça? Donc les t-shirts, c'est eux qui l'ont fait cette semaine. Ils apprennent aussi, voilà, des choses, on va dire, plutôt qui va leur servir dans leur culture générale. Hein. Voilà comment on fait pour imprimer un t-shirt. C'est vrai qu'on peut se dire ça sert pas à grand-chose quand on va être ingénieur dans quelques années, mais ça leur permet de gérer un projet, des coûts, ça leur permet de, voilà, ils ont dû acheter des t-shirts, appeler le Tech Shop pour savoir s'ils pouvaient utiliser leur logo, s'ils pouvaient le modifier. Donc ils apprennent plein de choses comme ça. C'est vrai qu'on peut se dire c'est pas très important, mais au final, ben si quand même, parce qu'ils apprennent à côtoyer des professionnels, à se poser les questions du droit par rapport au logo. Est-ce qu'on a le droit de les toucher? Est-ce qu'on a le droit de les modifier? Bon voilà, c'est plein de petites choses qui fait que notre enseignement, il est assez... il peut paraître un petit peu disparate, mais en fait, on sait où est-ce qu'on va, on sait ce qu'on veut leur apprendre. Voilà, je me rappelle plus du début de la question. Ah oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? En fait, ils sont encore chez nous. Donc, on n'a pas encore de retour par rapport à leur insertion future. Donc là, ils sont en train de se creuser la tête pour savoir où est-ce qu'ils vont partir l'année prochaine, dans quelle école, s'ils vont faire de l'apprentissage. Alors, évidemment, il y en a 80% d'entre eux qui souhaitent faire de l'apprentissage. Ce qui me semble tout à fait logique compte tenu de leur type de profil et de ce qu'on a fait avec eux cette dernière année. Voilà, je ne peux pas te dire, on en recause l'année prochaine. Ça marche. Alors, pendant que tu parlais, Samia Gozlan nous a rejoint.
donc de la Grande École du Numérique. Donc bienvenue en tout cas. Samia, n'hésite pas à prendre le micro. Alors ce qu'on a fait là, on a présenté donc le projet d'eMaker et BIC. Peut-être que tu peux en tout cas nous présenter la Grande École du Numérique. Oui, avec. Alors sinon, Oui, bonjour à vous. Oui, pas. oui, bonjour à vous. Donc, je suis Samia Gozlan, je suis la directrice de la Grande École du Numérique et contrairement à ce que son nom peut... vous m'entendez pas? Oui, parlez plus fort. Contrairement à ce que son nom veut dire, la Grande École du Numérique n'est pas une grande école, mais un réseau de formation au métier du numérique qui propose un label et une subvention d'amorçage pour ces métiers, pour ces formations-là. La contrepartie, c'est quoi? C'est que ces formations forment des personnes sans prérequis académiques, sans distinction sociale ou régionale. Donc, on vise particulièrement les publics qui sont pour certains infra-bac ou bac. On vise aussi les femmes parce que le numérique est une vraie opportunité professionnelle et certains s'en sont exclus. On n'a pas la mixité qu'on souhaite avoir. Et on vise les personnes qui vivent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce sont des quartiers qui sont relativement défavorisés. Donc, on est un label qui vient reconnaître la démarche pédagogique des formations qui sont labellisées par la manière dont elles vont permettre d'acquérir ces compétences numériques dont les entreprises ont tellement besoin. Les formations labellisées sont des formations qui vont aller chercher vraiment à rebattre les cartes de la pédagogie avec des choses complètement engageantes, l'apprentissage par les pairs, le mentoring, l'apprentissage par le biais de travaux et des études de cas qui sont dans le monde de l'entreprise. Et il y a toute cette partie-là qui fait qu'on va faire en sorte que des personnes qui, pour certains, ont été fâchées avec l'école, reviennent sur des formations qui ont d'une durée moyenne de 8 mois, acquièrent des compétences qui vont trouver, on va dire, des demandes au niveau des entreprises. Aujourd'hui, à fin 2017, puisque les chiffres sont annuels, on a formé 11 400 personnes et on a 400 formations qui sont... des fois, le micro s'en va, donc je ne sais pas pourquoi. Et on a un réseau actuellement de 400 formations partout en France. On va certainement doubler notre réseau d'ici la fin de l'année et on va certainement tripler le nombre d'apprenants. Encore le micro qui s'en va, d'ici peut-être à fin 2019. Voilà. Et il faut juste rappeler que les formations sont gratuites pour les personnes que nous ciblons. C'est pour ça qu'il y a ce label et cette subvention d'amorçage. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des formations de makers ou d'artisans numériques qui sont labellisées Oui, tout à fait. Effectivement, presque 60% des formations sont plutôt relativement techniques. Vous l'imaginez bien, c'est tout ce qui est développement, programmation web. On a des métiers de technicien de réseau, cybersécurité, data analyst, mais on a aussi des métiers qui sont moins techniques. Et on a effectivement le fameux forgeron numérique, le data artisan. On a de très jolies formations partout dans les territoires qui se sont développées en partant d'endroits qu'ils ont d'ailleurs complètement investi, refait. Et pour pouvoir avoir des Fab Labs et pouvoir à la fois former et peut-être proposer des prestations. D'accord, super. Alors peut-être Victor, si tu veux réagir et puis. Oui, bien sûr. Encore une fois, malheureusement, je ne pourrai pas rester tout le temps avec vous. Je trouve ça très intéressant de donner justement l'accès à toutes ces choses, à toutes ces, finalement, on peut parler d'expertise. Qui, quelques années, n'existait pas encore. Chez BIC, ce qu'on essaie de faire également, c'est en interne. On a la chance d'avoir des laboratoires, on a la chance d'avoir des usines un peu spéciales, et on donne accès aux salariés, aux employés, à ces laboratoires, ces usines, etc., pour que les gens puissent apprendre des métiers qu'ils ne connaissent pas en interne, de façon à pouvoir, s'ils le souhaitent, d'une certaine façon, découvrir des expertises, découvrir des skills qu'ils n'avaient pas auparavant. Mais voilà, après, du côté numérique, on n'est pas encore tout à fait rodé. On croit encore un peu au papier, mais si on se prépare évidemment à la suite. Mais après, ça, c'est une autre histoire. Donc, comme je disais, je ne vais malheureusement pas pouvoir rester tout le temps avec vous, mais par contre, je voulais vous remercier. Allô, yes. Je voulais vous remercier de cet accueil. On est au stand que vous ne pouvez pas vraiment louper, à moins d'être vraiment
pas très doués, vous pouvez difficilement nous louper. N'hésitez pas à venir nous voir. N'hésitez pas à venir voir notre stand. Si vous avez d'autres questions sur nous, nos liens avec l'éducation, les initiatives qui sont prises chez BIC, que ce soit dans les pays émergents ou dans les pays développés, pour l'éducation, pour la formation des professeurs, notamment en Inde, et pour le retour finalement au papier, au crayon pour des gens qui se sont parfois un peu écartés de ça. Je rajouterai juste un truc. On est partenaire avec beaucoup d'instituts aujourd'hui qui font le lien entre la mémorisation et le travail du cerveau et l'écriture manuelle, le dessin et le coloriage. On a tendance à oublier que écrire et utiliser sa main est un prolongement du cerveau, que d'écrire et de colorier, c'est non seulement très bon pour le stress et pour les nerfs, mais c'est pour le cerveau primordial. C'est comme lire, les gens ne lisent plus forcément. Donc on a évidemment des options pour continuer à évoluer avec le monde innové, mais on sera toujours là pour défendre l'écriture et le dessin manuel, tout simplement parce que c'est vital pour les gens, pour le cerveau et pour le développement personnel de chacun. Donc avant de partir, je vous invite tous à prendre le temps de colorier, d'écrire avec un bic si possible, tout ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas, faites-le au moins un quart d'heure par jour. C'est le minimum, ce qu'on demande, et c'est malheureusement le minimum qui se passe dans les écoles aujourd'hui. Donc au-delà de construire des choses avec ses mains, continuez à les utiliser, non pas pour taper, mais pour écrire. Ne serait-ce qu'une lettre à votre mère ou votre grand-mère, ça fait toujours plaisir. Et ça permettra de continuer à alimenter ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire. C'est notre cerveau, notre imagination. Voilà. Je vous remercie. En tout cas, merci Victor. C'est vrai qu'on a tendance à oublier le basique, et merci de nous rappeler justement que écrire, et on a la chance de pouvoir tous écrire, donc on est tous un peu des makers également. Donc merci en tout cas Victor. Vous pouvez l'applaudir et puis on continue. Merci. Alors pour continuer, c'est vrai que vous évoquiez Samia sur la partie justement des publics exclus, ou en tout cas qui sont en difficulté. Est-ce que finalement les makers, c'est une forme aussi d'éducation populaire ? Certainement. Parce que je pense qu'il y a des choses qui me semblent très intéressantes à partager, qu'on partage et qui semblent intéressantes aussi à continuer à cultiver. Parce qu'en fait, effectivement, nous, on est dans une logique où on souhaite former des personnes à acquérir des compétences dont, on va dire, le monde économique a besoin pour qu'elles puissent se réaliser professionnellement. Et pour une raison ou pour une autre, ces personnes ont des parcours atypiques ou se retrouvent exclues, en tout cas, de la formation et de l'emploi. Mais au-delà de ces formations, ce qui est important, c'est qu'une personne qui est formée, elle apprend effectivement à faire des choses, mais surtout, on va développer certaines qualités qui, pour moi, c'est des qualités qu'on va retrouver chez des makers et peut-être des formations labellisées. Je vais en citer quelques-unes qui paraissent être du bon sens, mais quelque part qu'on perd peut-être quand on est dans des formations classiques ou quand on a été formaté à apprendre d'une certaine manière. La première, c'est la créativité. Et pour moi, un maker est créatif. À moins que vous me disiez le contraire. Donc la créativité. Donc nous, on souhaite former des personnes créatives, capables de réfléchir en dehors des sentiers battus, capables de trouver des solutions d'elles-mêmes, capables de tâtonner pour trouver les solutions et capables de faire appel à leur imagination pour trouver ces solutions. La deuxième chose, c'est qu'on voudrait que des personnes puissent prendre des risques. Parce que dans notre mode d'apprentissage actuel, surtout en France, on est sur la sanction. Nos notes sont les notes non pas sur ce qu'on a fait de bien, mais sur les notes sur ce qu'on n'a pas bien fait. Donc on est toujours à avoir une évaluation plutôt sanctionnante qu'une évaluation formatrice. Donc on a tendance à aller vers le moins de risques possible quand on est un apprenant, un élève ou quelqu'un qui suit un cursus quel qu'il soit. Nous, on souhaite que les personnes puissent prendre des risques. Parce que l'échec n'est absolument pas rédhibitoire. Au contraire, c'est par l'échec qu'on apprend et qu'on arrive à évoluer. Et donc, pour moi, les makers, comme ils font des choses avec leurs mains, ils biffent, que ce soit avec un stylo ou pas un stylo. Il y a cette notion, je fais, c'est moins bien, je refais, et ainsi de suite. Et donc, cette logique d'apprendre par l'erreur
et pour moi valorisante et qu'on pourrait retrouver en commun. La troisième qualité, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où effectivement, il faut laisser une part à la personne d'aller chercher elle-même la manière dont elle souhaite apprendre. Et cette autonomie, elle la responsabilise effectivement, mais en même temps, elle lui donne une liberté très très grande d'aller chercher la manière dont elle souhaite apprendre. Et pour moi, les makers sont des personnes autonomes. Elles ne sont pas là quand on va prendre par les mains. Vous faites A, et pour aller de A à B, vous allez par ce chemin-là et surtout pas par un autre, et ainsi de suite. Et la dernière, c'est la transmission, qui est plus lors de la collaboration, de la générosité, l'empathie. C'est le fait que j'apprends avec autrui, que ce que j'ai appris, je le transmets. Et les makers, j'ai l'impression que c'est des éponges, les uns à côté des autres, quand on met des personnes qui sont dans une logique de maker-faire. Voilà. Bon, super. En tout cas, ça te fait forcément écho quand tu nous as présenté tout à l'heure Adi Maker. Voilà, est-ce que tu voudrais compléter ou est-ce que finalement, tu te dis, là, il y a un lien fort, pourquoi pas être labellisé Grande École du Numérique? Alors effectivement, ce que vous venez de dire, c'est tout à fait en lien avec ce que nous on propose et puis le phénomène des makers. En fait, je pense qu'il n'y a rien de neuf en fait là-dedans. C'est juste de se rendre compte que chacun a son propre processus d'apprentissage et qu'on est avant tout des êtres humains et qu'on a besoin d'expérimenter les choses pour se les approprier. C'est aussi simple que ça. Donc, dans ce que vous dites, j'ai bien retenu l'aspect de la communication entre les personnes, la créativité. Effectivement, nous, on essaye aussi. Alors après, moi, j'ai des convictions par rapport à la créativité pour avoir animé des séances avec des professionnels, des étudiants, des enfants. C'est vrai que je pense que ce sont des choses qui doivent se travailler, qui doivent être encadrées, en tout cas dans un premier temps. Être créatif, ça s'invente pas, je pense. Enfin, à mon sens, ça se développe, ça se travaille. On a tous un certain potentiel qui vient de notre expérience. Après, pour pouvoir vraiment proposer des solutions innovantes à des problématiques d'entreprise, il y a quand même derrière un aspect, je vais dire, une forme d'expertise à avoir quand même. Je suis persuadé qu'on c'est pas quelqu'un qui... Pour trouver des solutions pertinentes, il faut forcément avoir une expérience et donc une expertise. Pour avoir animé un certain nombre, une bonne centaine de séances de créativité dans mon ancienne vie professionnelle, 90% du temps, on trouve les mêmes solutions tout le temps. C'est celles qu'on avait pensées en préparant la séance, parce qu'effectivement, l'animateur qui anime ce genre de choses, il imagine déjà les probables solutions qui vont sortir, et puis justement, on essaie de faire en sorte, quand on anime ce type de séance, que les solutions basiques soient éliminées rapidement et qu'on essaye de combiner, d'imaginer d'autres solutions vraiment créatives. Et en fait, on se rend compte que c'est très, 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 très compliqué. Donc effectivement, cet aspect de créativité, il est très important. Il n'est pas simple du tout à travailler. Et ça me fait penser alors je ne sais plus qui a imaginé ça, les 4 C de l'apprentissage de demain, la communication, la créativité, l'esprit critique et le travail collaboratif. Voilà, on est en plein dedans. Moi, je pense que le mouvement des makers n'est juste qu'une forme de, alors excusez-moi du mot, une résurgence de notre animalité, c'est-à-dire qu'on est, on est arrivé dans l'ère d'Internet, des smartphones, on est tous sur notre téléphone tout le temps. Voilà, c'est pas grave. Et en fait, je pense qu'on commence à prendre conscience que c'est un outil et qu'il faut pouvoir aussi que nous, êtres humains, puissions dépasser ça. Et je pense que les générations qui arrivent vont faire... Enfin, c'est pas moi, hein, c'est des lectures, c'est des réflexions. Je pense que dans 20 ou 30 ans, les étudiants qui auront 18 ans, donc ceux qui naissent maintenant, vont faire un rejet de tous ces trucs-là. Ils vont faire un rejet de trop de technologie, parce que c'est très bien, l'accès à la connaissance, allez, on tape sur Google, hein, si vous tapez mon nom ou votre nom ou le nom de Chris Delepierre, vous savez tout ce qu'on a fait les 5 dernières années, super, mais je pense que le mieux, c'est quand même qu'on discute ensemble. Et voilà, donc je suis partagé par ce mouvement de maker qui, c'est que le début, j'espère que c'est que le début,
que ça va un petit peu. Alors c'est mon petit côté révolutionnaire qui parle là, et on espère faire changer les choses justement avec ces mouvements-là, ou de se dire c'est pas parce que tu as 18 sur 20 ou 14 sur 20 que ton avenir est tout tracé. C'est pas parce que tu n'as pas fait telle étude que tu vas rater ta vie. Voilà, il faut reprivilégier le travail manuel. En tout cas en France, l'apprentissage, c'est quand même compliqué de dire. Mais pourtant, quand je discute avec les gens qui embauchent des apprentis, tout le monde se met d'accord pour dire quelle expérience formidable. Donc il y a un petit peu ce paradoxe entre ça a été un petit peu dénigré, il fallait faire ingénieur, médecin, avocat, et puis maintenant on se rend compte qu'en fait on a quand même besoin de manuels, on a besoin de gens qui osent prendre des risques, qui n'ont pas peur de se planter, mais le plus important c'est de savoir rebondir en fait, c'est pas de se planter, c'est de savoir rebondir. Donc on essaye de développer ça avec nos étudiants et je pense qu'on est tout à fait d'accord sur la philosophie de nos formations ici. Samia, vous voulez réagir? Oui, et non, ce que vous venez de dire résonne dans un séminaire auquel j'ai assisté il y a à peine quelques jours, où de grands noms travaillaient sur le futur du travail à l'ère de l'intelligence artificielle en essayant de se projeter sur les prochaines années. Et vaste sujet, vaste débat. Il y avait des gens, je pense, éminemment intelligents, éminemment formés, des Américains, des gens de la Commission européenne, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et en fait, ce qui ressort, c'est que effectivement, on va aller vers un monde de plus en plus où la technologie prend de la place. Et donc, on va même se poser la question du travail de l'être humain. Est-ce que l'être humain a besoin de travailler? Donc, on va aller jusqu'au bout. Et si l'être humain a besoin de travailler ou on a besoin qu'il travaille, comment il peut faire pour travailler avec ces formes d'intelligence artificielle qui sont, il n'y a pas une, mais des intelligences artificielles? Et quel pourrait être le futur du travail? Et je pense que vous posez là la bonne question, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, une intelligence artificielle analysera plus vite que nous les données. Une intelligence artificielle fera des gestes plus précis que nous. Une intelligence artificielle ne fera pas des erreurs si on lui a montré comment faire certaines choses que les êtres humains font, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur d'un être humain, de son travail, de son intelligence? Et il y a aussi quelque chose, c'est que nous, les êtres humains, on est capables d'accepter, même si c'est très dur pour nous, les erreurs humaines, typiquement les accidents de voiture, par exemple, parce que tout le monde fait des erreurs et donc on se retrouve parfois avec des drames, mais on n'accepte pas qu'une intelligence artificielle qui conduit une voiture puisse provoquer la mort de quelqu'un, alors que la décision qu'elle a prise est une décision la plupart du temps très rationnelle. Donc il y a aussi des choses, c'est que certaines choses sont acceptables pour nous humains parce que les êtres humains le font, des erreurs notamment, alors qu'on ne l'accepte pas de certaines... voilà. Et ça va... C'est tout un débat à la fois éthique, philosophique. Quel est l'avenir du travail? Quel est l'avenir de l'être humain dans un monde où le travail, on ne sait pas ce qu'il va être. On n'arrête pas de dire il faut vous former, vous former. En tout cas, dans mon domaine à moi, tout le monde me dit que de toute façon, c'est 2 ans l'obsolescence. Ça veut dire qu'il faut apprendre. C'est pour ça que je dis il faut apprendre aux gens à apprendre s'ils veulent continuer à travailler. Parce qu'en 2 ans, ce qu'ils ont appris, de toute façon, ne sera plus pas utile. Et puis, plein d'études disent on est en train de former des gens à des métiers, alors qu'on sait que c'est des métiers on ne sait pas quels métiers vont exister demain. Donc, toutes ces questions-là que vous posez sont des questions qui sont à mettre. De toute façon, la technologie, elle est là. Voilà, elle est là. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, êtres humains? Quel est notre avenir dans ce monde digitalisé, où la technologie est de plus prendre de place? C'est quoi notre plus-value? Comment nous aussi on peut se réaliser dans le monde du travail? Parce que voilà. Alors ils imaginaient des métiers manager humain machine. Donc voilà, comment revaloriser les machines et les humains qui vont travailler ensemble à égalité, peut-être avec la machine entre guillemets qui est une intelligence artificielle qui va faire le travail sans erreur, l'être humain qui peut-être parfois n'est pas toujours constant. Comment mettre à la tête un manager qui est humain, qui va les obliger à collaborer en même temps et qui va quand même donner une place à l'être humain, etc., etc. On est dans la science-fiction, mais pas tant que ça. Pas tant que ça.
demain est déjà là, il est juste inégalement réparti. En tout cas, moi, ça me fait écho par rapport à quelle est la place de l'homme, finalement, par rapport à ces nouvelles technologies, notamment cette robotisation. Et comme tu disais, Axel, ça me faisait penser finalement à un nouvel humanisme qu'apportent finalement les makers. Alors, ma question pour vous, c'est finalement, là, par rapport à un cursus d'ingénieur, est-ce que l'ingénieur du futur, c'est un maker ou une partie de la réponse? L'école du futur, est-ce que c'est une école de makers? Et le professionnel aussi de demain, est-ce que c'est un makers? Quel est votre regard par rapport à ça? Alors, c'est une question, enfin, personne n'a de boule de cristal, et moi non plus. Je pense qu'effectivement, ce phénomène de maker est en tout cas une réappropriation des objets et une forme de rébellion justement par rapport à cette automatisation, cette digitalisation qui, au final, on en profite tous. Hein. Moi aussi, mes téléphones sont là. Hein, je les ai déjà regardés 3 fois depuis le début de la conférence. Et la réponse est pas si simple parce que ça va dépendre de plein de choses. Il me semble qu'il faut effectivement que l'ingénieur de demain ou n'importe quel autre métier doit se réapproprier l'environnement qui l'entoure, ne pas se laisser. Et ça, je pense que l'être humain va se battre pour ça. Moi, il y a aussi quelque chose qui, en tout cas en tant que formateur, et ce que je constate sur le Maker Faire et dans d'autres éléments, c'est justement comment les gens se réapproprient les choses. Alors, et c'est là où je dois tempérer un petit peu mes propos, c'est que la réappropriation des éléments, c'est pas forcément du copier-coller. Il y a quand même, il me semble, beaucoup de stands ici où les gens ne font que du copier-coller. Alors, je veux attaquer personne, je parle en tant que formateur. C'est vrai que moi, ça me gêne. Quand mes étudiants vont prendre une solution, la recopient, ils n'ont rien compris, mais ça marche. Donc ils disent, ouais, mais ça marche, donc j'ai pas besoin de comprendre. Ouais, non, moi je suis un petit peu gêné par rapport à ça. Donc il y a cet aspect-là qui, justement, moi, me gêne dans le phénomène tel qu'il est aujourd'hui. Je dis pas qu'il est partout comme ça, mais je pense que la génération des jeunes actuellement, c'est une génération un petit peu de consumérisme de la connaissance. C'est maintenant, je peux aller trouver n'importe quel programme. Hein. Je veux dire, les bornes d'arcade, là, j'en ai vu 6 ou 7. Tout le monde a pris le même programme, a acheté le même Raspberry Pi, l'a mis dedans, et puis c'est super. J'ai fait une borne d'arcade. Ok, ça marche comment? J'ai pris tel composant, j'ai téléchargé le truc, j'ai fait une belle boîte, ça marche. Ok, ça marche comment? Est-ce que tu es capable de le réapproprier pour faire autre chose, pour développer ce que tu veux? Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas le faire. Donc voilà, moi c'est là où je vois la limite actuellement par rapport à ce phénomène. Nous, ce qu'on propose dans la formation, c'est justement de s'inspirer de ce qui se fait. Hein, c'est vrai que c'est important. Dans l'esprit, il y a vraiment une communauté de makers qui partage son savoir. Et le but du jeu de la communauté des makers, c'est ça, c'est de partager. Mais c'est de se le réapproprier et se le transformer pour que ça devienne un vrai savoir personnel. Et ça, il me semble que c'est là où on a quelque chose à jouer en tant que formateur et éducateur. Et c'est là, c'est pas tant d'aller dire va sur tel site, va sur Thingiverse, t'as tous les trucs qui te permettent d'imprimer tout ce que tu veux. Ça, tout le monde sait, je vais dire tout le monde sait le faire. C'est comment je vais pouvoir apporter ma connaissance, mon expérience pour pouvoir me le réapproprier, pour faire quelque chose qui a du sens dans mon métier, dans ma vie perso, etc. Et voilà, moi je pense que c'est ça demain qui est important. C'est pas uniquement aller chercher la connaissance, c'est la transformer. Je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Après, ça n'engage que moi. Je vais juste répondre peut-être par une anecdote et quelque chose de relativement personnel. Je fais partie de ces gens qui ont fait de longues études, donc à un moment j'étais désespérée puisque devais soutenir ma thèse et donc je ne voyais pas le sens de ça, pourquoi faire ça, à quoi ça sert ça, etc. etc. Et j'avais un merveilleux professeur qui était directeur académique et qui me disait simplement, parce que quand vous êtes dans ce travail qui est à la fois un travail très solitaire, individuel, où est le sens? Tout a été fait, toutes les questions ont été peut-être posées, d'éminents auteurs ont répondu, et vous êtes avec votre petite question, votre projet de recherche, votre revue de littérature, vos études quantiques à lire, etc. Et lui, ce qu'il me disait, il m'a dit, mais
Il faut que tu donnes du sens à ce que tu fais. En quoi le monde serait meilleur parce que tu auras contribué en publiant tel article. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Et chaque fois, il s'appelle Hans Mobacher, donc voilà, je le salue. Et c'est ça qui m'a fait tenir. En quoi le monde sera meilleur si je fais mon travail en prenant ce qui a été fait et en me l'appropriant et en rajoutant une petite contribution aussi minime qu'elle soit. Et je pense que là, on pose le sens du travail, quel que soit ce travail-là. C'est que forcément, on part de ce qu'ont fait les autres. Forcément, on va regarder, copier. J'ai parlé tout à l'heure d'éponges. On est des éponges. Mais à un moment ou à un autre, moi, quelle est ma petite contribution? Et pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je vais travailler? Pourquoi je rentre le soir? Je suis contente de moi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je trouve profondément important à peut-être transmettre. Et ça, je ne sais, si moi, on me l'a transmis dans mon cursus, si vous le faites avec vos apprenants, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des Hans Mobacher, comme moi j'ai pu en bénéficier, qui sont dans cette logique-là. Voilà, aller chercher la connaissance, aller chercher la pratique, aller chercher de ce qui va faire. Et puis, faites quelque chose de ça, qui est unique, qui est de vous et qui vient de vous. Voilà. Non, super. Et alors, c'est vrai que alors vous êtes plutôt dans le monde du supérieur, ou en tout cas de la professionnalisation et puis les étudiants. Là, aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants aussi, dès le plus jeune âge. Je crois dès 7 ans, dès 6 ans, en tout cas, ils commencent à faire. C'est quoi votre regard, justement, par rapport à ces générations futures et les enfants dans tout ça? Voilà, comment, justement, aussi, dès le plus jeune âge, leur inculquer cette éducation offerte. Alors, je tiens à remercier la Maker Faire pour cette journée formidable avec les enfants. Et j'aurais aimé émettre un souhait quant à l'achat de boules qui est, parce que là, ce matin, c'était compliqué quand même. C'est vrai que moi, je pense que naturellement, les enfants ont cette tendance facile à être, alors pas forcément créatifs, mais à créer. La différence, c'est que être créatif, pour moi, suppose une forme de valeur ajoutée. La création naturelle, c'est, je prends, comme disait Victor tout à l'heure, un stylo, j'écris un truc, voilà, je crée quelque chose. Après, est-ce que c'est créatif? Ça, c'est encore autre chose. Et ils ont cette tendance naturelle à le faire. Là, on les voit sur les différents stands. En fait, ils réinventent les usages à chaque fois. Il y a une vidéo qui est tournée sur LinkedIn où on voyait une entreprise qui avait fabriqué un toboggan sur une sorte de pente, et en fait tous les gamins ils tournaient autour parce que c'était plus rigolo de descendre sur la pente que sur le toboggan. Donc voilà, ils sont naturellement en fait en perpétuel test, essai-erreur. Quand on apprend à marcher, de toute façon c'est ça. Enfin, j'en ai un petit là qui ça fait 3 mois qu'il se lève et qui court partout. Je l'ai vu, sa courbe de progrès, c'est de l'essai-erreur. Il arrive, il se tombe, il se casse la figure, il a des bleus partout. Je pense que naturellement, les enfants ont ce truc-là. Là où moi, ça m'interpelle, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a une sorte de bascule qui s'opère. Alors, est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Je pense qu'effectivement, l'école a son rôle à jouer là-dedans. Certainement, les parents, on fait ce qu'on peut, mais bon, des fois, c'est compliqué. Il y a une sorte de bascule où, alors peut-être l'adolescence aussi, ça c'est un autre problème, mais moi je retrouve des étudiants qui ont 18 ans, qui ont du potentiel, c'est des gamins qui en ont dans la caboche et ils n'osent pas, et ils ont peur, et ils ont 8 de moyenne, et ils passent des vacances horribles parce qu'ils se disent, en fait, j'avais 18 ans en terminale, j'arrive en prépa, je me retrouve à 4, en fait je suis nul. Voilà, et on a beaucoup d'étudiants qu'on récupère. En fait, c'est des étudiants qui ont été un petit peu laminés par ce système, qui sont ramassés à la petite cuillère, et quel gâchis. Voilà, donc moi, les enfants là-dedans, je les vois. Alors, il ne faut pas remettre tout le système à chaque fois en cause, c'est vrai que c'est facile de le dire. Mais je pense qu'il faut essayer de préserver un petit peu cette naïveté par rapport à la création brute, à l'essai-erreur. Il faut les forcer à tenter des trucs.
Et c'est pas parce qu'on est au lycée qu'il faut avoir le bac, hein, que même si ça fait partie des ambitions politiques, que 80% des classes d'âge ont le bac, donc maintenant ils l'ont tous, super, et qu'est-ce que ça change? Voilà, moi je suis un petit peu... toutes les formations manuelles ont été un petit peu dévalorisées par ces décisions de rendre le bac un petit peu... je ne vais pas dire obligatoire, mais un passage obligé pour refaire. Maintenant, on a pour être instituteur, il faut un bac plus 5, et même des fois, un bac plus 5, ça ne suffit pas. Moi, j'ai connu mes grands-parents qui me racontaient que celui qui était instituteur, c'est celui qui avait été en troisième, hein, qui s'était arrêté en troisième, il savait lire, écrire, compter. Maintenant, le système fait que je récupère des étudiants qui ont 23 ans, qui ne savent pas faire une phrase sans faute d'orthographe. Voilà, il y a plein de choses qui moi, me sautent aux yeux, qui m'interpellent. Et voilà, j'aimerais justement... Ce qu'il faut, c'est essayer de préserver un petit peu cette naïveté face à l'échec. Allez-y, vas-y, fonce. De toute façon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, pour apprendre, je vous disais, à marcher, à écrire, à compter, il faut qu'on essaye. Hein. Quand on lit, on se plante sur le mot. Voilà, c'est pas grave. Hein. Et c'est pareil dans la vie professionnelle, pour apprendre un métier, pour apprendre des disciplines. Là, en sortie de nos écoles, il y en a qui maîtrisent la mécanique quantique. Je pense qu'en termes de concept, c'est tout aussi compliqué que d'apprendre à lire, voire peut-être même plus, parce qu'on n'arrive pas à se le représenter. Et pourtant, ils y arrivent. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Hein. Les sciences cognitives, c'est pas si linéaire que ça. Voilà, le phénomène des makers, moi je pense qu'il permet de conserver un petit peu notre âme d'enfant par justement ces expériences qu'il ne faut pas avoir peur de tenter. Voilà. Merci. Un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Est-ce que Samia voulait réagir? Oui, je pense que nous vivons dans un monde qui est très compliqué par rapport à tout ce qui est enseignement et éducation. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Il y a juste le fait qu'on est sur une vision, une manière de faire qui est en complète opposition frontale avec ce qu'on est. On est en train d'attendre les mêmes prérequis, d'être très formaté, de vouloir faire tous de la même manière, comme si rien ne s'était passé ces 20 dernières années ou 30 dernières années. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, on veut tout, voilà, on veut que nos enfants aient le bac avec la mention, fassent une prépa, fassent un je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Tout ce que je sais, c'est que ça ne répond pas forcément d'abord à leurs désirs et après au monde qu'on est en train de construire, justement avec cette histoire de technologie, digitalisation. Donc je pense qu'il y a une opposition frontale avec le monde de l'enseignement, le monde de l'éducation, et même en tant que parents, on est parfois un peu démunis. Et ce qui est en train de se faire, on peut tout à fait concevoir qu'on n'a pas besoin d'avoir le bac pour pouvoir travailler, être créatif en ayant suivi des parcours différents. Il y a différents chemins, différents apprentissages. Et nous, on reste sur sur un seul chemin. Et ce chemin, il mène à l'impasse pour certains. Et du coup, on se retrouve avec effectivement du gâchis. Il faut quand même savoir qu'en France, on est le pays, en tout cas de l'OCDE, où on a le plus de décrocheurs. On a presque 100 à 120 000. Je pense que là, on a peut-être un petit peu baissé par an. Donc, imaginez 100 jeunes potentiels, 100 000 jeunes potentiels qui chaque année, on leur dit il n'y a pas de place pour vous dans le système tel qu'il est construit. Est-ce qu'on a plus de... Voilà, c'est quelque chose qui questionne. Hein. Moi, ça fait vraiment peur. On se dit, mais quand même, tous les moyens qu'on a, toutes ces intelligences qu'on a, tous ces investissements d'enseignants qu'on a, il y en a quand même 100 000 jeunes qui sortent à la fin de la troisième avec rien. Et on leur dit, il n'y a pas de place pour vous. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Moi, je n'ai pas de solution. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas y avoir un seul chemin. Il faut ouvrir les chemins. Et les chemins, ça peut être par les maker faire, ça peut être par autre chose. L'apprentissage, l'agriculture, je sais pas quoi, revenir à cultiver la terre, j'en sais rien. Moi, on a besoin de gens qui continuent à cultiver, on a besoin de gens qui continuent à faire des travaux manuels. On a aussi besoin de gens qui peuvent être des brillants scientifiques. Moi, on a besoin de différentes possibilités et pas rester sur un seul chemin, le fameux bac, les bacs plus 5. Parce que là, tout le monde a un bac plus 5. OK ? Est-ce que tout le monde est heureux? Tout le monde travaille là où il veut, fait ce qu'il veut? J'en sais rien.
Donc pour moi, il y a une opposition vraiment frontale entre la manière dont on articule ce monde de l'enseignement, de l'éducation et le monde du travail, quoi, en fait, et de la réalisation de soi en tant qu'adulte plus que ça. Et oui, et si la solution était de faire ce qui nous rend vraiment heureux? Alors peut-être pour le dernier quart d'heure, est-ce que dans l'Assemblée, vous avez des questions particulières à poser à nos intervenants? Voilà, on a le temps pour une ou deux questions. Si une remarque ou en tout cas une question spécifique, n'hésitez pas à lever la main. En tout cas, peut-être là pour rebondir, voilà, si on devait donner si vous deviez donner un mot-clé par rapport à justement maker plus éducation égale, qu'est-ce que vous diriez comme Moi, je dirais oser. Ça, c'est une sacrée équation. C'est une des plus dures que j'ai rencontrées. Non, j'avoue que j'ai pas de réponse. Comme vous venez justement de le souligner, c'est privilégier les différents chemins, c'est en proposer plusieurs. Et effectivement, trouver sa voie, c'est pas simple. Quand on a 17 ans, qu'on sort d'un système où on a fait le lycée et qu'on te demande alors tu veux faire quoi, il y a beaucoup d'erreurs d'orientation. Or, je ne parle pas de ceux qui ont déjà décroché, hein. Donc quand on voit tout ça, bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est vrai que le monde il est complexe, il fait forcément un petit peu peur. Je pense qu'on a les atouts pour l'affronter ensemble, et peut-être que la communauté des makers est une possible réponse à ça. J'en suis pas complètement convaincu. Je pense que c'est un élément de réponse. Il y a des éléments forts, hein, quand même dans cet état d'esprit maker, hein, la communauté. C'est vrai que ça, c'est une forme de solidarité entre makers. Alors ça, c'est marrant. Enfin, pourquoi? Je veux dire, des artisans, il y en a eu tout le temps, des gens qui fabriquent des choses, mais maintenant on se dit tiens, ça serait bien qu'on parle ensemble. C'est nouveau. Alors moi, je vois ça en fait comme une forme aussi de prise de distance par rapport à la digitalisation, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc j'ai pas vraiment de réponse par rapport à cette équation à résoudre. Voilà, nous ce qu'on propose, c'est juste d'aider des étudiants qui sont pas forcément scolaires et de leur permettre d'accéder à un diplôme reconnu. En tout cas, c'est vrai que l'ingénieur Made in France, il est reconnu en France et à l'étranger. Ça, c'est indéniable. Alors pourquoi? Pour plein de raisons. Parce qu'il n'est pas spécialiste, parce qu'il peut être généraliste, parce qu'il a fait plein de choses, etc. Donc nous, on leur permet voilà, de s'affranchir de ces 2 années un petit peu qui peuvent être destructrices en termes de construction pour les étudiants. Parce que je vous dis, hein, moi, j'en récupère qui passent de 18 de moyenne, bac avec mention très bien, à 4 en 2 mois de temps. C'est vrai que pour un étudiant, un jeune adulte qui est en phase de construction, c'est très difficile à assumer. Donc voilà, on apporte notre petite pierre. Hein, voilà, c'est ça. Hein, on est des makers aussi, donc on apporte notre petite contribution. Moi, ma vie me paraît mieux quand je fais ça. Après, voilà, on essaye de... Oui. Quels sont vos rapports avec l'éducation nationale, avec le rectorat, le ministère? Moi, je travaille au rectorat de Paris. Et je voulais savoir si vous avez des liens, si vous avez échangé avec eux, si voilà. Alors là, on est relativement jeune en termes de formation. Donc, c'est-à-dire qu'on commence justement à parler de nous. C'est vrai que quand on discute avec des papas, des mamans et des jeunes lycéens, tout de suite, ceux qui sont câblés ça se voit. Enfin, ils sont vraiment intéressés. On commence à essaimer notre philosophie de formation, qui au départ est axée ingénierie, mais pourquoi pas, on pourrait le développer sur d'autres disciplines, le droit, la santé, je ne sais pas, hein, et effectivement de le remettre dans un cursus encore pré-bac, je vais dire, commencer plus tôt. Donc on est autour de Lille en lien avec des lycées, donc on commence à intervenir, on commence à avoir des directeurs d'établissements, des enseignants, des professeurs du secondaire qui viennent nous voir
en disant c'est intéressant ce que vous faites, comment je pourrais le faire avec mes collégiens, avec mes lycéens. Après, on n'a pas de lien direct avec l'éducation nationale. Justement, donc on a la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être relativement libre par rapport à nos programmes. On n'est pas conventionné, donc ce qui explique des scolarités peut-être un peu plus élevées qu'à l'université, effectivement. Donc on est privé, mais on a aussi cette liberté de ne pas forcément suivre. Alors, je vous dis, est-ce que c'est une chance ou une malchance? Ça, l'avenir nous le dira. Et on commence à avoir une certaine forme de... Les politiques commencent un petit peu à se mêler de ce qu'on fait en termes de transformation. Ils sont intéressés. Donc là, on a eu quelques députés de nos circonscriptions respectives qui sont venus nous voir, qui commencent à trouver ça intéressant, qui commencent à relayer notre type de formation en disant venez voir ce qu'ils font, ça redonne du sens, etc. Oui, l'école de la deuxième chance, oui, on a déjà discuté avec eux. Donc voilà, quand on commence ce type de projet, on a tellement la montagne est tellement grande à franchir que là, on est en train de regarder tous les chemins. Donc effectivement, on a discuté un petit peu avec l'école de la deuxième chance. On en a une qui est pas très loin dans la métropole de Lille. On est sur le même secteur, ouais, effectivement. Alors, je ne sais pas où est-ce que le partenariat va s'il va y en avoir un déjà, où est-ce qu'on va avancer. On est encore, justement, comme on est une nouvelle formation, mais quand même greffé à nos écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs sont un petit peu réticents. Ouh là là, il n'a pas de bac S, il va peut-être pas pouvoir faire Adimaker. Alors, moi, mon rêve, c'est de prendre n'importe qui, sans regarder d'où il vient. Si on a, je pense, la pédagogie qui fait que si vous avez envie, on va vous y emmener. Voilà. Donc donc il faut encore. On a déjà, même en interne, ces écueils-là à franchir. Donc là, cette année, youpi, les bacs ES peuvent faire ingénieur chez nous. Super, grande victoire déjà. Mais voilà, à chaque fois qu'on veut commencer à attirer notre cible d'étudiants, il faut faire des dossiers, il faut justifier que tel bac ST, je sais pas quoi. Oui, il va pouvoir y arriver, vous inquiétez pas. Oui. Donc on n'est pas encore en train de parler avec l'éducation nationale sur tous ces aspects-là. Mais bienvenue. Alors moi, je suis prêt à partager. Je pense que vous l'avez compris. Le but du jeu, c'est pas de conserver ça pour nous, c'est de le partager, c'est de faire en sorte que ça se développe de plus en plus dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires. Pourquoi pas leur donner. Alors, on voit plein d'initiatives, des initiations à la robotique. Il y en a partout. Il ne faut pas les voir comme des concurrents, mais plutôt comme des facilitateurs. On a la chance d'avoir un vrai cursus qui permet de mener un diplôme reconnu en passant par cette philosophie du faire. Je pense qu'on est à peu près les seuls, en tout cas que je connaisse en France, qui proposent ça. Donc on a cette chance-là d'avoir initié le mouvement. Maintenant, il faut qu'on le partage. Si on fait vraiment partie de la communauté des makers, il faut qu'on le promulgue, qu'on aille voir les autres et qu'on... Pardon ? Quel est le diplôme associé ? Alors en fait, Adimaker est une formation de l'association Incréao de France qui regroupe 3 écoles d'ingénieurs, ICEN, HEI et ISA. Donc les 3 écoles ont des champs disciplinaires qui vont... L'ISA, c'est plutôt agriculture, paysage, agroalimentaire, agronomie. HEI, ingénieur généraliste, ça va du textile, BTP, chimie, génie civil. Et l'ICEN plutôt sur tout ce qui est nouvelles technologies, électronique, informatique, robotique. Donc en fait, le parcours Adimaker propose des éléments de savoir et de compétences dans toutes ces disciplines-là. Donc on fait aussi bien des projets d'objets connectés pour faire pousser des plantes que des maquettes intelligentes pour de l'architecture. Voilà, ils ont vraiment plein de projets divers et variés qui doivent gérer sous forme de micro-entreprise. Voilà, c'est la modalité pédagogique qu'on a choisie, c'est-à-dire que nos 33 étudiants doivent se comporter en fait comme une entreprise de consulting à qui les entreprises viennent proposer des projets. Donc ils font le contact client. Alors on est toujours là derrière, on initie le truc, mais après c'est eux.
Ils doivent gérer leurs propres projets, leurs propres ressources et les formations qui vont bien. C'est-à-dire que quand ils ont un objet connecté à réaliser pour l'agriculture, pour la pousse d'une plante, voilà, première question, ok, la plante elle pousse comment? Hop, on a un enseignant de l'ISA qui vient et qui fait le cycle de la plante. Donc ça dure X fois 2 heures, X fois 1 heure, j'en sais rien. Il y a des TP, il y a des machins. Et tout de suite, le projet met en application ce truc-là. Donc les diplômes, nos 3 écoles sont habilitées CTI, donc commission d'études d'ingénieurs, donc on a un diplôme à la fin. Une fois que les 2 années d'ID-Maker sont validées, ils intègrent le cycle école, le cycle ingénieur de ces 3 écoles. Et si tout se passe bien, on a le diplôme d'ingénieur en 5 ans, sans être passé par les fameuses classes prépa. Le diplôme est reconnu. Donc ID-Maker n'est pas diplômant. Actuellement. C'est une passerelle, c'est une manière... Mais les classes préparatoires ne sont pas diplômantes non plus. C'est ça. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, prépa Ginette, si vous ratez, il n'y a rien. Sauf que maintenant, tous les étudiants qui sont en prépa sont obligés de s'inscrire à l'université justement pour leur permettre de pouvoir avoir des passerelles. Donc, en fait, c'est une formation, si j'ai bien compris, de 2 ans qui peut permettre de pouvoir intégrer une des 3 écoles. Et c'est les 3 écoles qui sont reconnues par la CTI et permettent d'avoir un diplôme d'ingénieur. Donc, cette histoire de passerelle, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que là-dessus, nous, on a besoin de proposer des passerelles. Parce que souvent, les formations peuvent se suffire à elles-mêmes, mais souvent, elles ouvrent, on dirait presque une boîte de Pandore pour des gens qui étaient fâchés avec l'école et qui commencent, en découvrant un secteur qui leur convient, de vouloir aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et on ne l'a pas encore fait, mais on réfléchit. On est avec justement l'association Talents du numérique, qui est l'ancienne association Pascaline et qui regroupe toutes les écoles d'ingénieurs, à essayer de trouver des passerelles entre des formations labellisées grandes écoles du numérique et la possibilité d'intégrer par une admission parallèle une école d'ingénieur ou un bachelor, et donc etc., etc. Et je trouve ça c'est super. Moi, je connaissais pas votre ID-Maker, et donc quand Madame, je suis arrivée plus tard, donc je comprends. Oui, avec plaisir. Alors, et je pense qu'on va échanger. Ouais, on va échanger. Oui, on va échanger. Super. On va échanger parce que c'est. Alors, en tout cas, pour conclure, parce qu'il nous reste encore 2-3 minutes, si en 30 secondes, voilà, le mot de la fin, dernier mot, qu'est-ce que vous aimeriez dire sur, justement, pour conclure cette table ronde, l'éducation par le faire. Voilà, je vous laisse 30 secondes chacun. Alors, rapidement, ce qu'il y a, c'est que je pense que ce qu'on propose, c'est quelque chose qui va avec l'ère actuelle. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu imaginer ce genre de formation il y a 20 ans. Et dans 20 ans, je suis quasiment persuadé qu'elle sera désuète. Et c'est vrai que notre rôle d'éducateur, c'est d'être en phase avec notre public. Et ça, c'est très, très compliqué de faire bouger les choses. Moi, je sais qu'il y a... Donc, je suis diplômé de l'ICEN. J'ai eu mon diplôme il y a 15 ans maintenant. Le truc, c'est que moi, ce type de formation m'aurait fait peur il y a 15 ans. Parce que j'étais formaté, j'étais scolaire. Et voilà. Donc, maintenant, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec d'autres moyens, d'autres facilités, d'autres difficultés. Et il faut que nous, notre rôle d'éducateur, c'est de s'adapter à ce public-là. Et dans 10 ans, ça ne sera pas les mêmes. Et dans 20 ans, ça ne sera pas les mêmes. Et c'est ça qui est aussi formidable dans le métier d'éducateur et de formateur, c'est justement de se poser les bonnes questions pour être le plus possible en phase. Je ne dis pas que c'est simple, au contraire, c'est même super compliqué. C'est ça, peut-être, c'est pas tant la science, l'ingénierie, les maths. Je vous dis, à côté, les maths, c'est simple. Dès qu'on commence à toucher à l'humain, ça devient compliqué. Moi, c'est ça qui me motive, c'est justement que je fais jamais 2 ans de suite la même chose. J'essaie de m'adapter un petit peu, alors avec mes petits bras et mes petits moyens, j'entends bien, et je pense que tout le monde ici, dans leur volonté de partager, a cette ambition-là de partager. Après, les moyens, les vecteurs de communication ne sont pas forcément les bons, il faut qu'on y travaille. Je pense que c'est un vrai changement de société qui est en train de s'opérer. Les générations qui arrivent, moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience non plus, mais je le vois. Mon premier cours, je l'ai donné il y a 14 ans, donc ça fait 14 ans que j'enseigne. Dans le supérieur, j'ai vu des différences. C'est vrai que là, maintenant, les étudiants sont plus rebelles par rapport aux cours théoriques.
Moi, j'ai des étudiants qui se lèvent de cours. Maintenant, j'entends des collègues qui disent que voilà, il y a un étudiant qui s'est levé de cours. Il a dit ce que vous faites, moi, ça ne m'intéresse pas, ou c'est pas adapté. Enfin, alors, c'était un petit peu plus virulent que ça, et l'étudiant est parti. Chose que je pense pas qu'on aurait pu voir dans les amphis il y a une vingtaine d'années. Donc, il y a des choses qui changent. Accompagnons le changement, faisons de notre mieux, et c'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, voilà, c'est. Moi, je suis entourée d'élèves aussi et d'étudiants qui se rebellent contre cet abandon du cours théorique et de la théorie. Voilà. Et il y a beaucoup d'excès dans ces méthodes d'apprentissage maintenant uniquement par l'expérimentation et où on ne donne pas avant de combustible et de matériaux et de données théoriques et où les étudiants et les élèves sont complètement perdus ensuite et se sentent démunis par rapport à la suite. Donc, c'est pas pour contredire, mais c'est qu'il y a une relativisation, comme tout d'ailleurs, hein, à faire de tout ça. Voilà. Ce qu'on propose, c'est pas de remplacer, évidemment, c'est d'accompagner les enseignements théoriques par quelque chose qui a du sens. Et idéalement, on fait en sorte que la chose qui a du sens, qui les intéresse, qui les motive, qui les amuse, leur fasse se poser des questions, une prise de conscience par rapport à « il me manque tel outil pour avancer, il me manque tel outil pour être efficace ». Et effectivement, dans notre formation, c'est l'adéquation entre les apports théoriques, ou en tout cas les notions un petit peu plus abstraites que naturellement l'être humain moyen peut pas sortir de son chapeau. Voilà, telle modélisation mathématique, il faut l'avoir vu une fois, il faut l'avoir refait, il faut l'avoir expérimenté 3, 5, 10 fois. De toute façon, voilà, on le sait, il faut apprendre 7 fois pour que ça soit là-dedans. Donc voilà, donc nous on répète. Et effectivement, l'expérimentation permet d'accélérer ce processus, ou en tout cas de le prendre conscience. Et quand ils sont en cours avec nous, et qu'on leur dit, voilà, rappelez-vous, vous avez galéré à faire ça, là vous avez l'outil. Ah ouais, d'accord. Et là, on arrive à capter leur attention. Là, on arrive à leur faire apprendre des choses. C'est comme ça qu'on le voit. Effectivement, on a beaucoup parlé de l'aspect maker, mais l'aspect théorique, il est prépondérant dans notre formation. Et de toute façon, ça va être compliqué d'avoir les accréditations CTI, etc., si on ne fait pas un minimum de cours un petit peu. Alors, même les cours sont transformés, c'est-à-dire qu'on est sur des plus petits groupes, on fait de la pédagogie inversée, on fait des choses différentes, on n'est pas dans du cours magistral. Mais ces apports-là sont quand même nécessaires. Alors, Julien, oui, question. Ouais, donc je vais du coup m'y rouvrir peut-être le débat, mais on pourrait débattre des heures et des heures. En fait, moi je connais un peu cette formation. Je pense qu'il ne faut pas se méprendre dans nos métiers, dans les futurs métiers. Il faut des connaissances théoriques solides. Et on ne devient pas un ingénieur si on ne connaît pas les maths. Et c'est pas toi, Axel, qui dira le flonqueur. Après, moi, j'ai juste envie, parce que votre réaction était intéressante tout à l'heure, c'est tout de suite se dire, est-ce que ça se rattache à un diplôme, est-ce qu'il y a une équivalence? Et on se disait, et vous disiez tout à l'heure que voilà, les métiers disparaissent. On sait qu'aujourd'hui, ce qu'on apprend peut devenir obsolète rapidement. On change d'époque tous les 10 ans. Est-ce que finalement, cette logique-là, on n'est pas enfermé un peu trop dans cette logique? Est-ce que justement, une voie d'avenir ne serait pas d'arrêter de raisonner autour de ces filières, autour de ces écoles, autour de ces diplômes, autour de ces titres, de ces certifications professionnelles, du RNCP, etc. Et se dire que finalement, ce qui compte à un moment donné, c'est d'acquérir des compétences, des briques de compétences qu'on va prendre et qu'on va avoir. Pour combien de temps, j'en sais rien. Il faudra certainement en repasser plus tard. Voilà, et c'est peut-être ça aussi les nouveaux modes d'apprentissage, et c'est peut-être ça aussi qui pourra permettre demain, avec une forme ludique, par du projet, certainement c'est très adapté, avec des connaissances théoriques vraiment solides, mais je pense qu'on est un peu trop enfermé là-dedans aujourd'hui, et il faudra qu'on en sorte. Ce que fait Adimaker, excuse-moi Axel, ça n'a rien d'original au niveau international. Moi je reviens du Danemark, on abandonne les matières. Voilà, dès le plus jeune âge. Donc je pense qu'il y a une vraie révolution à faire. Si aujourd'hui on veut s'adapter, et une révolution de fond et une révolution de forme. On parle beaucoup de forme, mais dans le fond aussi. En tout cas... Quel marché du travail? Alors le marché du travail, Samia. Quel marché du travail? Alors juste pour aller dans votre sens, effectivement les briques de compétences et la formation à des compétences est pour nous quelque chose de très important.
Après, je peux aussi entendre, et je pense qu'il faut l'avoir en tête, c'est que toutes les entreprises ne sont pas prêtes à s'ouvrir à la diversité de recrutement et à un recrutement basé sur les compétences. Et que le fameux diplôme Bac plus 5 ans d'expérience chez le concurrent reste la norme. Donc voilà, donc il faut faire tout un travail là-dessus. Alors, après, on est dans un monde où justement, on va se retrouver de plus en plus vers une pénurie de certaines compétences. Et là, je parle exprès de compétences. Et qu'il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de solution pour les entreprises que de s'ouvrir à le recrutement par les compétences. Je vais donner un exemple très concret pour la Grande École du Numérique. On a Capgemini qui, depuis 2017, recrute 10% chaque année parmi les apprenants de la Grande École du Numérique. Elle recrute 4000 personnes, ça veut dire 400 personnes qui, bien sûr, sont nos publics cibles, peuvent être avec un bac, sans un bac, avec une formation qui en moyenne 8 mois, et qui vont les recruter sur un recrutement basé sur les compétences. C'est un vrai travail qui a été fait avec d'abord les DRH, ensuite les managers, et pour qu'ils s'ouvrent à cette diversité de recrutement. Pourquoi ils se sont ouverts à cette diversité de recrutement? Parce qu'ils avaient besoin de certaines compétences clés, notamment par exemple dans le développement programmation. Je vais donner des développeurs full stack, des choses comme cet ordre. Où vraiment, là, l'offre et la demande a été inversée. Donc là, c'est vraiment un comportement pragmatique. Alors, mais aller jusqu'au bout de cette logique-là et dire, je vais avoir un bloc de compétences que je vais pouvoir assembler et proposer pour pouvoir trouver ma place dans une entreprise, je pense qu'il y a encore beaucoup du travail. Et juste pour répondre à votre question, je pense qu'il ne faut pas que l'éducation par le faire fasse ce qu'elle reproche aux autres et qu'elle considère que le faire est le seul moyen pour s'éduquer. Et je pense que l'éducation par le faire a de l'avenir, parce qu'on revient à des choses où le faire a du sens, mais le faire est un moyen d'apprendre comme différents moyens d'apprendre. Comme il y a différents chemins d'apprentissage, il y a différents moyens d'apprendre. Et le faire, c'est un parmi d'autres. Et je pense que pour certaines personnes, il peut peut-être correspondre, et pour d'autres, peut-être pas. Et il faut le laisser comme une possibilité, comme un choix. Voilà. Donc, la fin d'un modèle unique et vers une école plus fluide et plus mosaïque. En tout cas, merci pour ces échanges. Et voilà, ce que je retiens, c'est en tout cas ce que tu avais dit, Axel, sur certes, on a accès à la connaissance, mais comment on doit la transformer et donc lui donner du sens. Et donc ça fait écho à ce que vous disiez, Samia, en quoi le monde sera meilleur par rapport à mon action, et donc retrouver du sens et notamment du bon sens. Et ça, c'est également un des points clés de ce mouvement Makers, et donc la question des fondamentaux. Et c'est ce que nous a dit Victor de BIC. L'écriture est aussi un savoir basique où on utilise sa main, et donc on devient aussi un maker, en tout cas en écrivant. En tout cas, merci. Le monde va mieux grâce à vous et grâce à la Maker Faire Paris, car il suffit d'oser. Merci à vous.